Hello hello, j'espère que vous allez bien. Ici tout va très très bien. Je vous fais donc une vidéo de présentation pour la nouvelle version de YAG. Et comme vous le savez, je suis resté bloqué pendant assez longtemps sur des problèmes techniques avec Steam et avec le moteur de jeu qui étaient bloquants et qui m'interdisaient de réaliser. Donc du coup, beaucoup de choses ont évolué pendant ce temps-là et cette nouvelle version est monstrueuse en termes d'évolution. Tellement grosse en fait que c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. La première fois je suis rentré dans tous les détails et j'ai pas réussi à tenir en dessous d'une heure. Donc comme je pouvais pas mettre une vidéo d'une heure en ligne pour une présentation d'IAG parce que ça n'intéresse pas suffisamment, enfin ça intéresse personne, une vidéo d'une heure, il faut que j'arrive à tenir en dessous de 10-15 minutes. Donc je vais pas rentrer dans les détails du tout, on va se contenter d'un survol et je vais essayer d'aller vite. Donc la première chose, c'est que YAG est totalement maintenant intégré sous Steam. Alors il n'est pas encore public, mais j'utilise l'interface, l'infrastructure, pardon, l'infra-Steam complètement. Donc je vais vous envoyer dans la journée à chacun des clés d'accès pour que vous puissiez ajouter YAG à votre librairie. Et donc désormais, ça sera géré par Steam et vous n'aurez plus jamais à faire de mise à jour manuelle. Voilà. Ensuite, les nouveautés. Il va falloir aller vite. Tout d'abord, l'interface d'aide, c'est la première qui vous sera présentée lorsque vous lancerez le jeu désormais. Elle s'affiche par défaut et elle a été entièrement refaite. Elle est désormais complètement interactive et la première chose qu'il vous faudra faire, comme YAG va partir sous Steam et que Steam est une plateforme américaine, je gère désormais la différence entre les claviers QWERTY et AZERTY et par défaut, j'ai laissé le jeu sous QWERTY. Donc la première chose qu'il faudra faire quand vous lancerez le jeu, ce sera de passer en AZERTY et ensuite vous n'aurez plus à le refaire. Le jeu se souvient désormais de vos paramètres locaux, ça fait partie des améliorations. Donc cette nouvelle interface, elle est totalement interactive. Je vais la présenter un tout petit peu plus en détail parce que c'est elle qui est la porte qui donne accès finalement à toutes les fonctions du jeu. Donc vous avez ici un clavier virtuel qui vous présente toutes les touches qui peuvent être utilisées sur le clavier et quand vous cliquez sur une de ces touches, ça vous dit ce qu'elle fait. Donc typiquement la barre d'espace, tiens ben ça tombe bien, j'en profite pour vous dire que désormais c'est plus la touche tab qui sert plus à rien qui affiche et cache l'interface principale du jeu, c'est la barre d'espace. Donc là vous voyez, si vous regardez ce que je fais, si vous suivez ce que je fais sur le petit utilitaire ici pour afficher, vous voyez quand j'appuie sur la touche espace, ça affiche ou masque l'interface. Et vous avez donc toutes les touches qui sont expliquées, donc les touches de déplacement, ça vous dit exactement ce que ça fait. Voilà, on rentre pas dans les détails, mais en gros maintenant vous avez accès, vous avez une vision d'ensemble, on va dire, de toutes les touches qui sont utilisées par le clavier, et en cliquant sur chacune d'entre elles, ça vous dit ce qu'elle fait. Vous avez également ici un petit filtre qui vous permet, si vous voulez par exemple savoir comment on monte à cheval, vous tapez mount ou ride. J'ai essayé de mettre des textes qui contiennent les mots-clés et ça vous dit sur quelle touche il faut appuyer, donc en l'occurrence ici la touche W qui est celle avec l'icône de cheval. Voilà, on va supprimer le filtre. Donc voilà comment fonctionne l'interface d'aide. Vous avez le bouton, des boutons de la souris, les boutons du clavier. Pour le reste, on va aller beaucoup plus vite. L'interface du réseau vous permet donc, alors elle n'a pas énormément changé en apparence, mais par contre elle a été entièrement refaite en interne. Vous pouvez donc lancer un serveur. Ici c'est déjà fait. Vous voyez que je suis l'administrateur du serveur. Je suis le serveur ici, j'ai lancé une session qui s'appelle YAG avec le compte Vedric. Vous pouvez maintenant mettre un mot de passe et alors la nouveauté qui n'existait pas avant, c'est que désormais vous pouvez également faire une recherche des serveurs qui sont lancés et vous connecter directement en lançant le mot de passe correspondant. Donc vous avez deux moyens maintenant d'accéder à YAG, soit quand vous vous connectez, vous faites une recherche et vous vous connectez à un serveur, soit le serveur peut vous inviter comme ça existait déjà auparavant. La fenêtre des settings a été refaite, des paramètres a été refaite complètement. On propose désormais un jeu complet des paramètres standards, donc résolution, full screen, limitation du nombre d'images par seconde pour des questions de stabilité. Vous pouvez également synchroniser l'affichage avec la fréquence verticale du moniteur. Vous avez l'anti-aliasing, la qualité des ombres, la qualité générale de l'image et vous pouvez
afficher ou pas le nombre d'images par seconde. Les sauvegardes n'ont pas changé, tout ça, ça n'a pas changé. S'il y a une nouvelle petite interface qui permet d'afficher, je ne sais pas si on le voit comme ça, qui permet d'afficher des hexagones ou des carrés, donc ça permet de faire du plateau ou du wargame. Et comme on peut avoir des terrains très différents sur YAG, je propose 4 types de couleurs pour afficher les hexagones et s'adapter donc à tout type de terrain. Vous pouvez les afficher en blanc, en bleu, en rouge et en noir, ou en appuyant sur la poubelle ne pas les afficher. Et puis bien sûr on peut modifier la taille, la densité de la grille avec ce paramètre là. Donc voilà, on a maintenant la possibilité de faire du plateau, et notez que j'utilise un mécanisme qui permet de projeter en fait, c'est pas simplement quelque chose qui s'affiche, c'est une projection, ce qui permet de s'adapter à tout type de terrain. On aura donc les hexagones également sur les rochers, sur les constructions, les donjons, etc. Voilà, on va les virer pour le moment. La feuille de perso n'a pas changé, les dés ont été un petit peu modifiés. On va faire un GD, je vous fais voir ça très rapidement. On va prendre ben voilà, un des 10 moins un des 10, c'est ce que j'avais fait dans la vidéo précédente. Il y a une nouvelle interface ici qui permet de choisir la couleur des dés. Alors tout d'abord en parenthèse, on peut désormais choisir si le 0 du D10 est interprété comme un 0 ou comme un 10. Je reviens ici, je ferme la parenthèse et je reviens sur l'interface ici qui permet de choisir la couleur des dés. Donc par défaut, il n'y a rien qui est sélectionné et le jeu prend des couleurs au hasard. Vous voyez qu'à chaque fois que je fais un jet de dés, les couleurs ne sont pas les mêmes. Si je décide de faire une couleur, si je sélectionne une seule couleur, ici tous mes jets vont être noirs, du moins sur la partie gauche, hein, puisque à droite ici pour le jet de dégâts, j'ai rien sélectionné, donc on sera toujours au hasard. Mais on va virer d'ailleurs celui-là, comme ça il ne va pas nous distraire. Vous voyez qu'ici tous les jets sont noirs. Si je sélectionne, si je ne sélectionne que du blanc, je vais avoir à chaque fois que des dés blancs. Voilà, et puis pareil pour la couleur. Et je peux sélectionner une succession de couleurs. Donc par exemple ici, c'est pas un hasard, je choisis un des noirs puis un des blancs, et vous voyez que j'ai un des noirs, un des blancs qui sont lancés, donc pour faire du tsing, ou des jeux qui nécessitent des différences de couleurs. Typiquement, mettons que j'ai une épée qui fait 3d8 de dégâts plus 1d6. Je peux décider d'avoir les D8 en noir et le D6 blanc. Vous voyez que ça va me jeter 3 D8 noirs, 1 D6 blanc. Voilà, ce qui permet de, quand les dés sont les mêmes, si j'ai une arme, on va dire par exemple, ce sera plus parlant, qui fait 3 D6 de dégâts plus 1 D6 de bonus, 1 D6 de feu ou quelque chose, et bien en tirant les dés de cette façon-là et en sélectionnant les couleurs, je peux savoir quel est le dé quels sont les dés qui sont utilisés pour les dégâts et quel est le dé des bonus, en l'occurrence 6 ici. Voilà, donc l'interface ici a été modifiée. Les pions, alors je terminerai par les pions parce que c'est ce qui a été le plus, j'en suis à combien de vidéos, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Très rapidement, l'interface des donjons n'a quasiment pas bougé, j'ai simplement rajouté des thèmes. On va virer les dés ici, je vous fais voir très rapidement les nouveaux thèmes avant de partir sur l'interface des pions qui sera énorme. Alors tout d'abord, on va les faire dans l'ordre, j'ai rajouté un thème ici qui peut servir de temple ou de palais, qui est un thème, voilà, une architecture un peu raffinée, vous voyez, avec des arabesques, des choses comme ça. Donc ça peut faire un très joli palais ou un très joli temple, comme on veut. J'ai également un autre temple, mais dans une ambiance tout à fait différente, un temple cette fois-ci en ruine et antique, donc plutôt une ambiance de ruines, de décors désolés, recouverts par la mousse, par les plantes, etc. Voilà, donc ça donne une ambiance différente. Il est magnifique aussi. Et enfin, le plus original des trois, c'est un thème basé sur des rochers, donc avec on peut voir de haut qu'il s'agit bien d'un donjon, mais avec cette fois-ci
des rochers, donc ça permet de simuler une grotte, une cave, voilà, donc une ambiance plutôt minérale. On va également passer sous les rochers avec le décor, et là vous avez un décor complètement un peu surréaliste, tout en rocher avec des rochers géants. Alors pour vous montrer l'échelle, ça va être une excellente transition avec l'onglet des pions ici que je vais vous faire voir. Pour vous montrer l'échelle, je vais mettre un ou deux pions sur le tapis, et j'en profite pour vous présenter donc une des évolutions absolument majeures qui a été dictée par des impératifs techniques en grande partie, de la gestion de la mémoire. Mais comme je ne veux pas que cette vidéo dure 1 heure, je ne vais pas vous raconter tout ça dans cette vidéo là. En substance, maintenant chaque plateau représente un seul type de pion, donc je les ai classés par type de pion, ce qui représente, et chaque bouton ici appelle un plateau qui est un plateau unique. J'ai dégagé les cercles concentriques parce que ça bouffait trop de mémoire et que maintenant les pions sont gérés dynamiquement, et j'ai dit que j'en parlais pas, donc j'en parle pas. Mais donc chaque plateau maintenant représente chaque bouton représente un plateau unique sur lequel les créatures sont classées. Alors c'est jamais totalement cohérent, mais en gros par grand genre et par grande classe. Ici vous avez les créatures un peu maléfiques, verdâtres, goblinoïdes, les elfes noirs, des gobelins, les orques, etc. Vous avez un plateau avec des dragons, vous avez un plateau avec plutôt des serpents, vous avez un plateau avec des arachnides ou insectoïdes, etc. Je vais faire venir un plateau. Alors ici vous avez un petit gizmo de loading qui s'affiche à chaque fois qu'on pardon, comme la montée en mémoire des objets se fait désormais dynamiquement, c'est-à-dire que les objets montent en mémoire à chaque fois au moment où on appuie sur le bouton, ça peut prendre un petit peu de temps, et donc j'ai fait un petit gizmo ici qui signale que le plateau est en cours de chargement, mais en fait dans la version packagée du jeu c'est beaucoup plus rapide que dans mes versions de test, et donc on a à peine le temps de le voir. Je vous fais voir simplement rapidement quelques pions, et surtout je voulais vous faire voir l'échelle. On va se prendre ici un petit bout de milice, je vous fais voir les pions qui sont un peu nouveaux. On va avoir besoin de tout ça pour les démos qui vont suivre. Je vais avoir besoin de quelque chose qui vole. On va prendre la harpie par exemple, l'espèce de griffon. On va prendre une lucane qui est très bien ici. Et voilà, ça fera à peu près l'affaire, je pense, pour tout ce que je vais vous faire voir. Donc, tout d'abord, juste ça vous donne un peu une échelle du décor, donc c'est tout à fait sympathique, ça met une ambiance un peu grandiose. Et les nouveautés, alors tout d'abord, les pions, on peut désormais gérer leur altitude, leur taille, etc. uniquement à partir du clavier. Si vous regardez ici l'utilitaire que j'utilise pour afficher les touches et ce que je fais, vous voyez que je peux... Alors ça c'est quelque chose qui existait déjà. Quand je sélectionne des créatures et que j'appuie sur la touche E, j'en profite pour vous refaire voir ici, je vais vous les présenter en fait sur l'interface d'aide. Vous avez la touche E qui permet de faire tourner toutes les créatures qui sont sélectionnées. Vous voyez que là les créatures suivent le curseur de la souris, elles se réorientent en suivant le curseur de la souris. Vous avez ensuite la touche R ici qui permet de changer toutes les altitudes. Donc là maintenant vous allez voir ici que j'appuie en continu sur le R. Et quand j'appuie sur le R sans m'arrêter, à chaque fois quand je vais bouger la souris de haut en bas, vous voyez que ça fait monter ou descendre les créatures. Donc on peut modifier leur attitude de façon extrêmement simple, il suffit d'appuyer sur R et de bouger la souris. Et si je double-clique, ça remet leur valeur par défaut. Ça sera vrai d'ailleurs pour toutes les propriétés. Quand on double-clique en ayant appuyé sur une touche, ça remet les valeurs par défaut. La troisième chose que vous pouvez modifier, c'est l'échelle de la créature qui est sélectionnée. Donc là c'est la touche T qui s'y colle, et vous voyez que je peux faire un scarabée géant ou au contraire nain, et quand je double-clique, ça me remet sa valeur par défaut.
Voilà, et enfin, je peux sélectionner, je peux modifier la vitesse des pions. Alors les valeurs qui sont choisies sont affichées. Donc vous voyez que là, il va un peu plus vite. Hop, il se déplace à toute vitesse, c'est un peu ridicule. On va lui remettre sa valeur par défaut, qui est de 11 mètres par seconde, et là il se déplace, voilà. Et si je veux le ralentir, j'appuie sur T, je descends la souris, vous voyez que là on n'est plus qu'à 1 mètre par seconde, donc il est très lent, et en double-cliquant, je lui donne ses valeurs. Vous pouvez modifier les valeurs également par l'interface, donc si je décide qu'il se déplace uniquement à 5, il va se déplacer un peu plus lentement. Si je veux qu'il soit sous l'emprise d'un sort de vitesse, il va se déplacer beaucoup plus rapidement comme ça, et avec le petit bouton circulaire ici, je remets la valeur par défaut qui pour le griffon est de 11, donc c'est l'équivalent d'un double clic. Vous pouvez également, je vais avoir besoin des chevaux pour ça, on va prendre un canasson, hop, tiens, j'en profite pour vous faire voir aussi dans les nouveautés, j'ai un cheval désormais squelette, très sympathique. Donc les chevaux, on va se rapprocher et vous voyez que vous avez un petit bouton ici qui permet d'afficher ou ne pas afficher les... Alors ça peut être des armures quand ce sont des pions armés, ou ça peut être en l'occurrence pour les animaux ici comme les chevaux, leur selle. Donc vous pouvez monter maintenant un cheval accru ou au contraire avec sa selle. Voilà. On peut également, pardon, on peut également fixer les objets. Si vous vous souvenez, dans l'ancien YAG, on avait la possibilité de fixer les objets, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils ne répondent plus au curseur de la souris. Donc si je prends par exemple tiens, je vais vous faire voir du nouveau contenu tant qu'on y est. J'ai ramené des armes de siège, donc pareil, toujours dans l'idée de faire du wargame, vous avez des armes qui sont magnifiques, donc dans l'ordre de taille, vous avez une baliste, une catapulte, un ram, ils appellent ça, une tour de siège, et puis un trébuchet, qui sont absolument superbes, qui sont animés. Je vais vous faire voir le trébuchet, alors c'est évidemment du lourd, hein, c'est gros, et je vais vous faire voir l'animation du trébuchet, ça mérite quand même. Hop, on va faire venir les dés, on va tirer un coup de dé, et vous voyez, hop là, vous avez pardon, j'ai zoomé, c'était pas la bonne chose à faire. Hop, je vous refais voir l'animation, elle est très très belle. Voilà, donc vous avez ces armes de siège qui sont disponibles. Ce que je voulais vous faire voir, c'était, on va virer le trébuchet, on va se prendre un arbre ou deux, parce que c'est ça qui est intéressant. On va poser deux arbres ici comme ça, voilà. Ce que je voulais vous faire voir, c'était la possibilité de fixer. Donc imaginez qu'on soit en donjon, je veux sélectionner un ensemble de choses, je me retrouve avec les arbres qui sont également sélectionnés, et si je fais bouger l'ensemble de mes pions, vous voyez que les arbres se déplacent avec, ce qui est ridicule. Donc soit on est obligé de faire de la sélection fine, et c'est pas très pratique, soit on a la possibilité de fixer des objets. Donc par exemple ici les arbres, je les sélectionne et je les épingle, et une fois qu'ils sont épinglés, ils ne sont plus sélectionnables. Donc là vous voyez, je clique dessus, ils ne sont plus dans la sélection, et si je prends un cercle de sélection complet, ils ne sont plus inclus dans le cercle, et je déplace uniquement mes chevaux. Donc c'est très pratique. Et si vous voulez les récupérer, il y a deux possibilités. Soit vous avez le bouton ici qui permet de sélectionner et de vadrouiller circulairement sur tous les objets qui ont été fixés, soit de façon encore plus simple, vous passez en mode admin, et là vous récupérez l'usage de la souris pour éventuellement le désélectionner. Donc on va désélectionner les deux, voilà, j'oublie pas de quitter le mode admin, et à ce moment-là, mes objets sont à nouveau sélectionnables et ne se comportent plus comme du décor, mais comme des pions. Dernière, non, je sais pas si c'est la dernière, j'en ai tellement dit, ça va encore être une vidéo longue, mais bon, ça fait partie, voilà, s'il y a une grosse nouveauté, c'est important. La gestion des armes en main est également différente. Donc vous vous souvenez que on va prendre les deux, on va les éloigner un petit peu l'un de l'autre, on va les réorienter ici, voilà, comme ça.
on a la possibilité de choisir la main qui va être équipée désormais pour tous les pions qui sont sélectionnés. Donc là typiquement je viens de faire apparaître mon plateau des boucliers, je vais pouvoir sélectionner la main gauche et si je clique sur un bouclier il va apparaître dans les deux mains. Évidemment si je sélectionne qu'un seul pion, c'est ce pion là qui va bénéficier de l'arme que j'ai sélectionnée. Donc ça permet très vite de faire des combinaisons différentes. Et si on passe dans la main droite et on va aller chercher par exemple les épées, hop, je peux ici mettre une épée, on va réorienter la pépette, on va lui mettre une épée dans la main gauche, et si je sélectionne celui-là, je décide par exemple de l'armer lui avec un marteau, hop, et voilà, il se retrouve avec son marteau. Là ce serait plutôt un marteau à deux mains, on va prendre quelque chose de plus raisonnable, mais voilà, il se retrouve ici avec son marteau. Donc très très vite, en jouant avec main droite, main gauche et puis les plateaux, vous voyez qu'on peut équiper rapidement un personnage avec ce qu'on veut. Et comme d'habitude, tout est à chaque fois valable sur les personnages qui sont sélectionnés. Donc là, si je sélectionne les deux et que je décide de les armer avec un petit marteau tout simple ou un bâton de magicien, on a des bâtons qui sont superbes, je vous les ai fait voir tout à l'heure, je crois. Voilà, ils se retrouvent tous les deux armés avec un bâton. Vous voyez ici dans leurs mains. Voilà, alors bâton bouclier, ça fait pas une bonne combinaison. Mais justement, on a la possibilité de cacher ce qu'il y a dans la main gauche pour tout ce qui est sélectionné. Donc quand vous sélectionnez qu'un seul pion, on va virer ce truc. Quand vous sélectionnez qu'un seul pion, il vous dit voilà ce qui est affiché, voilà ce qu'il a dans sa main droite, ce qu'il a dans sa main gauche, vous pouvez le montrer ou pas. Et quand vous sélectionnez tous les pions, par défaut, il affiche rien puisqu'il ne sait pas de quel pion vous voulez parler, mais vous pouvez forcer un comportement en disant bah voilà, on montre tout ou on ne montre rien de ce qu'ils ont dans leur main. Voilà, ici en l'occurrence on va tout montrer. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'essentiel. Il y aurait encore plein de détails à vous faire voir. Mais on va s'arrêter là. Le contenu, je vous laisserai cliquer. Je vous parlais, je ne sais plus si c'est dans cette vidéo ou la vidéo précédente, mais je vous parlais du nouveau contenu. Toutes les créatures garou ici que vous pouvez voir qui sont absolument magnifiques, c'est-à-dire des créatures moitié humaines, moitié animales. Il y en avait quelques-unes qui existait déjà et là j'ai rajouté, donc vous avez le loup-garou, une espèce de crapaud, vous avez de la pieuvre, du serpent, du rhino, du cochon, du croco, même vous avez même un homme crabe, un homme lamproie, vautour, etc. Donc des créatures magnifiques. Les créatures de la ferme aussi sont très très belles. Si on veut faire dans le réaliste, vous avez des vaches, ça c'est les petits chatons qui étaient là depuis le début, chèvres, cochons, moutons, poules, etc. Les créatures africaines ont également été revues. Hop, voilà, on va faire venir le plateau. Les crocos, elles sont nouvelles, elles existaient déjà mais dans une qualité très inférieure, pardon. Et là j'ai refait le pack, donc vous avez une qualité, vous allez voir la peau de l'éléphant ou la fourrure des fauves, etc. qui sont d'excellente qualité. Donc ces créatures là ont été refaites, ainsi que les créatures de la forêt. L'ours, vous avez une version maintenant à 4 pattes de l'ours et une version debout, du loup, du sanglier, avec à chaque fois des qualités dans la fourrure, des qualités de texture qui sont magnifiques. Donc vraiment ça a été tout refait, c'est superbe. Vous avez un nombre de créatures géantes, des boss qui sont arrivés. Alors vous vous souvenez du Kraken, ça vous donne une idée de l'échelle. Le Kraken maintenant, il a été rejoint par un ver géant. On a un élémental, alors, on se rend pas bien compte, mais voilà ce que ça donne à un élémentaire de terre, par exemple. Vous voyez ce que ça donne à l'échelle. Donc voilà, on a tout un tas de contenus nouveaux, des créatures goblinoïdes, on a des familles complètes. Maintenant on peut faire des armées de gobelins. Vous voyez, j'ai des gobelins, de l'elfe noir, les rats étaient déjà là, orques, hobgoblins. J'ai des créatures des forêts aussi un peu mystiques, du
nains, les centaures étaient là, la sorcière est nouvelle. Vous avez ici des gnomes et des hobbits à côté des nains, donc les créatures de petite taille, etc., etc. Il y en a beaucoup. Voilà, chaque bouton représente entre 15 et 20 créatures, ou plutôt entre 10 et 15 créatures, donc ça vous donne une idée de la totalité du contenu. Et en principe, c'est relativement facile à utiliser, du moins je l'espère. Voilà, ça nous fait une belle petite scénette pour arrêter la vidéo qui, malgré mes efforts, aura été encore longue. Donc si vous avez eu le courage de la regarder jusqu'au bout et que vous m'entendez prononcer ces phrases-là, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, de toute façon, donc on teste ça mardi soir, je pense. Sur la campagne Pendragon, je transformerai les sauvegardes actuelles en sauvegardes du YAG nouveau format. Je vous enverrai les détails de ce qu'il faut faire pour le nouveau YAG par mail avec chacun votre clé d'accès. Et voilà, j'espère que vous apprécierez et je vous fais de grosses bises et à bientôt tout le monde. Ciao!